vous enchaîner sur la prévention de la MTEV au cours des cancers. Merci, donc je continue, on reste dans la même thématique, mais cette fois-ci, on va essayer de faire en sorte que les thromboses n'arrivent pas. Je vous ai dit tout à l'heure, on était dans l'actualité avec un papier de 2018, un papier de 2019. Ici, on est dans la suractualité avec 2 New England de 2019 qui vont faire couler un petit peu d'encre et qui permettent de revisiter cette thématique-là. Alors, ça a déjà été évoqué, quand on veut faire de la prévention des thromboses, comme les thromboses ont un impact sur la survie chez le patient cancéreux, on a imaginé à un moment qu'on aurait un impact sur la survie globale de ces patients, soit par un effet anti-phlébite, anti-embolie pulmonaire, comme tu l'évoquais, soit par un effet antitumoral propre, notamment des HBPM. Ça a été beaucoup discuté il y a quelques années. Et puis, on va aussi, bien sûr, avec la prévention, chercher à prévenir les phlébites. Alors, ça peut être dans 3 cas différents. Le premier, c'est une affection médicale aiguë qui immobilise le patient, ça c'est une indication reconnue qu'on soit cancéreux ou pas cancéreux, et c'est quelque chose qui peut arriver fréquemment, c'est un sepsis sur une pancytopénie. Le patient, s'il est cloué au lit, il doit avoir une prophylaxie parce qu'il est à très haut risque de thrombose. Mais cette prophylaxie, elle est courte, 7 à 14 jours. Il y a aussi la chirurgie majeure, notamment carcinologique. C'est une indication reconnue, validée. Et cette fois-ci, la prophylaxie est de 28 jours, 35 jours. Et vous devez la faire si le patient a une chirurgie lourde, carcinologique. Et enfin, ce qu'on discutait, c'est pendant tout le traitement de la chimiothérapie, ces patients qui sont à risque de phlébite et d'embolie pulmonaire de façon importante, et on pouvait décider de la mise sous prophylaxie, mais cette fois-ci, on était sur des durées de 3 à 6 mois pendant toute la chimiothérapie. Et donc, on va essayer de revisiter ça. Est-ce que ça valait le coup, en termes de survie globale, de mettre une héparine de bas poids moléculaire? Les premières études, vous les avez ici, elles supposaient ça. On avait une tendance pour montrer moins de morts sous HBPM prophylactique, voire curative, chez ces patients-là. On s'est dit, waouh, les HBPM, c'est un super traitement du cancer. Et puis, quand on a accumulé les données, cet effet a complètement disparu. Et aujourd'hui, plus personne ne discute l'effet antitumoral des HBPM. C'était un exemple typique de ce que donne une analyse en sous-groupe et des faux positifs qu'on peut avoir. Donc pas d'effet antitumoral. Donc il nous restait la prévention de la maladie veineuse thromboembolique. Il y a eu plein d'études faites, HBPM versus pas de prophylaxie, 13 études, 6000 patients. Les résultats, vous les avez ici. Vous réduisez de 40 à 50% le risque de faire une phlébite quand vous prescrivez une HBPM, vous multipliez le risque hémorragique majeur de 50% et vous triplez le risque d'hémorragie cliniquement significative qui entraîne un acte médical et aucun impact sur la mortalité globale. Avec ces résultats-là, on n'a pas emmené les foules. Ça marchait peut-être, mais ça fait saigner. Et en plus, les populations dans ces études étaient très hémogènes, le risque hémorragique était important, et puis ça supposait un traitement prolongé par un injectable. Pas très confortable, se prendre 6 mois de sous-cutané. Et puis, dans ces études-là, la mortalité était très élevée. Donc, évaluer, quand on a un taux de mortalité à 40%, l'effet potentiel d'une réduction de phlébite et d'embolie pulmonaire était plutôt compliqué. Donc, on s'est dit, les oncologues font des progrès et nous font survivre les patients, donc le risque compétitif devrait diminuer. 2, si on sélectionne un peu mieux nos patients, on devrait avoir un risque thrombotique majoré et donc un rapport bénéfice-risque qui pourrait être favorable. Et puis surtout, l'arrivée des AOD nous permettait d'envisager des traitements prolongés. C'est ce qui a été fait avec les 2 études dont je vais parler, mais surtout ce qu'on a essayé de faire, c'est de sélectionner une population à très haut risque. Ça a déjà été évoqué par Jean-Pierre et par Alessandra. Tous les cancers ne sont pas associés au même risque thrombotique. Et en sélectionnant des patients, des cancers à très haut risque de thrombose, on pourrait avoir un rapport de bénéfice-risque optimisé. C'est ce que vous avez ici avec le pancréas, la vessie, le poumon, bien plus élevé que tout le reste. Et puis, il y a, en dehors de la localisation du cancer, d'autres facteurs de risque. Et ce score est un score extrêmement célèbre. Vous intéressez thrombose et cancer, vous tombez sur le score de Corana. Et je vais le détailler un peu parce qu'il va être utilisé dans les études. C'est la localisation du cancer. Estomac, pancréas, vous prenez 2 points. Si c'est moins à risque de thrombose, 1 seul point. Les plaquettes avant chimiothérapie, l'hémoglobine avant chimiothérapie, les leucocytes avant chimiothérapie et l'IMC.
Qu'est-ce que ça vient foutre dans le risque thrombotique, ce truc-là? En fait, il faut se souvenir que ce score, il a été construit sur une base de données avec l'idée de déterminer quel était le risque de faire un sepsis, une pancytopénie, un risque infectieux grave sous chimiothérapie. Voilà pourquoi vous avez ces items-là. Et Corona, quand il fait tourner ce score, il trouve aussi que c'est un super prédicteur du risque thrombotique. Et tout le monde s'est mis à utiliser ce machin-là. Et voilà pourquoi, quand vous avez un score de Corona supérieur ou égal à 3, vous avez un malade sur 6 qui va thromboser. Quand vous avez un score Corona qui est égal à 0, pratiquement pas de thrombose. Et l'idée, c'est peut-être de prendre tous les scores supérieurs ou égal à 2. Population à haut risque de thrombose, chez qui ça vaudrait peut-être le coup de faire la prophylaxie. Et sur cette courbe, vous voyez aussi que cette prophylaxie, ça vaudrait peut-être le coup de le faire pendant 6 mois, après le risque de thrombose s'infléchit. Et donc, c'est ce qui va être fait dans l'étude AVERT, qui est une étude simple. On prend des tumeurs solides ou des lymphomes, chez qui on démarre une nouvelle ligne de chimiothérapie, qui ont un score de Corona supérieur ou égal à 2, vous comprenez pourquoi, et on va les traiter pendant 6 mois, on a vu pourquoi aussi, soit par apixaban 2,5 mg x 2, dose prophylactique, soit sous placebo. Et puis en même temps, une étude à peu près similaire, Cassini, c'est avec le rivaroxaban, c'est le même type de tumeur, solide plus lymphome, le score de Corona supérieur ou égal à 2, mais vous voyez qu'ils compliquent un peu les affaires parce qu'ils vont nous faire un écho-doppler avant la randomisation, ils éliminent toutes les thromboses proximales, asymptomatiques, probablement qu'ils vont perdre de la puissance envers ça, et puis ils répètent les écho-dopplers tout au long de l'étude, en se disant on voudrait gagner en puissance parce que plus d'événements. Vous avez à peine fini de publier les 2 études que la méta-analyse sort tout de suite. Donc je vous présente la méta-analyse, ça me permet de simplifier les diapos et d'en présenter beaucoup moins. Donc vous avez ici la population qui a été inclue dans Cassini et dans AVERT, c'est le groupe sous AOD. Ils ont 63 ans, 2 tiers des patients ont un score de Corona supérieur à 2, 1 tiers plus élevé. Ils ont des antécédents de thrombose dans 3% des cas, puis vous voyez qu'il y a pas mal de pancréas, de lymphome, enfin des cancers plutôt supposés à risque. Surtout, le gros bémol de ces études, c'est ça, 40% des patients ont arrêté le traitement avant la fin de l'étude, alors que c'est du comprimé. Et ça va nous gêner dans l'interprétation des résultats. Les résultats, vous les avez ici. Quand on cumule tout, les AOD sont plus efficaces qu'un placebo pour prévenir les phlébites proximales et les embolies pulmonaires. Vous voyez que c'est vrai pour les embolies pulmonaires symptomatiques, c'est un traitement qui marche, 2 fois moins d'embolies pulmonaires avec ce truc-là quand on reçoit une chimiothérapie. Vous voyez que le taux de décès n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait avant, on est à 15%, les progrès qu'on avait fait alors qu'on était à 40% au préalable. Et puis sur le plan du risque hémorragique, un anticoagulant versus un placebo, si ça ne fait pas saigner, ce n'est pas un anticoagulant. Et vous en avez la traduction ici, 2 fois plus de thrombose. Et on va faire quoi? C'est 2 fois plus efficace, 2 fois plus d'hémorragie. Ça, c'est les résultats. En intention de traitement, il faut se souvenir que 40% des patients ont arrêté leur traitement. C'était intéressant d'aller voir quand ils le prenaient effectivement ce qui se passait. Et vous voyez qu'on a 4 fois moins de thrombophlébite et d'embolie pulmonaire quand les patients prennent effectivement leur anticoagulant. Et ce résultat-là va emmener les foules et notamment certaines recommandations pour inclure d'emblée ces AOD dans leurs recommandations. Ces recommandations, vous les avez ici, c'est l'ASCO, on est en août 2019, elles vous reprennent ce que je vous ai raconté. Si vous avez un patient qui est hospitalisé pour une affection médicale aiguë, avec une réduction de la mobilité, il faut faire une prophylaxie, c'est une recommandation forte, elle est de 7 à 15 jours. S'il y a une chirurgie majeure, c'est une recommandation forte, faire une prophylaxie pendant 28 à 35 jours si les patients sont à haut risque. Et on vous conseille d'associer une prophylaxie mécanique en plus. Et puis, en ambulatoire, pour les 6 premiers mois, on vous dit de rien faire de façon systématique, mais si le score de Corona est supérieur ou égal à 2, ils ont intégré dans les recommandations l'étude AVERT et l'étude Cassini en disant que les AOD sont une situation où vous peuvent être une alternative pour réduire le risque de thrombose, si le patient est à faible risque hémorragique, on y revient toujours, et s'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse, ce dont je discutais au préalable. Quand même, on a un risque hémorragique. Les oncologues n'achètent pas ce truc-là parce qu'ils sont encore en train de travailler sur la mortalité.
donner des anticoagulants chez des patients qui sont quand même à risque hémorragique avec un éventuel impact sur leurs médicaments antitumoraux. Pour le moment, ils n'achètent pas ça. Il faut probablement qu'on travaille un petit peu plus et qu'on sélectionne encore plus une population qui pourrait franchement bénéficier de ça. Vous vous rappelez, dans Avert et dans Cassini, seulement un tiers des patients avaient un score Corana très élevé, 2 tiers avaient un score Corana juste à 2. Et si vous regardez ce qui se passe dans le sous-groupe des Corana supérieurs ou égal à 3, vous voyez qu'on a 5 versus 12% en termes d'efficacité antithrombotique et un risque hémorragique qui est à peine doublé. En gros, ça veut dire quoi? Dans le score de Corana supérieur ou égal à 3, tous les 16 patients traités avec un AOD, vous éviterez une embolie pulmonaire, alors que pour entraîner un effet accident hémorragique, il faudra que vous traitiez 12 patients. Quand on l'interprète comme ça, vous comprenez pourquoi on a besoin de travailler sur ce groupe-là. J'achète pas ces résultats, mais la piste, c'est peut-être développer d'autres études dans cette population-là. Et puis surtout, ce qui m'ennuie, c'est que dans le score de Corana, vous avez les globules blancs, les plaquettes et les globules rouges. On ne voit pas bien ce que ça vient faire dans le risque thrombotique. Et alors qu'on sait que le fait d'être métastatique est à très haut risque thrombotique, le fait d'avoir un antécédent de phlébite embolie pulmonaire est à très haut risque thrombotique et ce n'était pas intégré dans le score de Corana. Donc on développe d'autres scores de système. Vous avez celui-ci, Oncotev, qui prend le score de Corana puisqu'il marche. Mais en plus, il lui associe les compressions vasculaires, les métastases et les antécédents. Et quand vous faites ce score-là, visiblement, il est très prédicteur. Vous voyez que quand vous avez un score supérieur ou à 3, vous avez 13 fois plus de risque de thrombosée quand vous avez un score à 0. Probablement que travailler avec ce truc-là nous permettra d'identifier la population à très haut risque thrombotique chez qui ça vaut le coup de prescrire 6 mois d'anticoagulants pendant toute la chimiothérapie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, on voit que les choses bougent beaucoup. Avez-vous des questions? Alors, c'est une remarque-question. Il y a un problème avec les AOD, mais comme avec tous les médicaments, ce n'est pas spécifique aux AOD, c'est la compliance. Dans le cancer, donc on a vu les contre-indications relatives, les hémorragies digestives, le cancer digestif, etc. Mais il y a aussi les mucites, il y a aussi les patients qui vomissent régulièrement, ça arrive assez souvent. Donc ça pose des problèmes, soit ponctuels, soit définitifs. Il y a un papier qui vient juste de sortir, alors c'était pas dans le cancer, un papier néerlandais, 75 000 patients, 74 000 aux AOD et 1000 aux AVK, et ils ont étudié la compliance. Et la compliance à 1 an, 2 ans, 3 ans et 4 ans. Et ce qu'ils ont remarqué, alors ceux qui étaient aux AVK, ils étaient en self-management. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est simple, c'est qu'à 4 ans, il y a 32% qui prenaient leurs AVK et 64% qui ne prenaient plus leurs AOD. C'est un registre, hein, il vient juste de sortir, il est très bien fait. Et dans la vraie vie, ce qui se passe entre les statines qu'on arrête, les antihypertenseurs et tout ça, alors c'est pas pour défendre les HBPM, mais les HBPM, ils ont une particularité qui pour moi est importante, c'est que le patient participe à son traitement. Dans la mesure, moi mes patients, on n'a pas le droit de dire mes patients, mais les patients que je mets sous HBPM, je les oblige, entre guillemets, c'est eux qui font leur traitement, ou leur femme, ou quelqu'un qui est à la maison, mais pas forcément une infirmière. J'ai rien contre les infirmières, mais il faut faire participer le patient. Quand il participe, il fait mieux, sachant qu'il y a quand même une étude française, Carmen, tout ça, qui a montré que, ils arrêtaient assez rapidement. Mais ça, c'est un problème. La compliance des traitements chez le patient qui a un cancer, c'est pas évident. Tu rajoutes un problème là-dessus, c'est que ton patient il prend d'autant plus son traitement que toi tu es convaincu de l'efficacité et de l'intérêt de cette thérapeutique. Et dans cette indication-là, en prévention, je ne suis pas encore convaincu qu'il faille traiter ces malades. Donc si tu n'es pas convaincu, le malade il n'a pas très envie de prendre son traitement, on est d'accord. On ne parle pas de la prévention, c'est le curatif. Alors, je pense que dans les 6 premiers mois, sur le curatif, là, tu vas être convaincu. Et sur les 6 premiers mois, on doit pouvoir tenir la compliance de nos patients. Au-delà des 6 mois,
même chez le patient cancéreux, on manque de données pour être sûr qu'il faille continuer le traitement. Donc on a encore cette notion de est-ce que ça vaut le coup de continuer. Et donc tu te retrouves à avoir, toi pas convaincu, un patient qui en a marre, qui a d'autres choses à prendre en plus avec son problème de cancer. Déjà avec les anticancéreux, il n'est pas forcément compliant tout le temps. Donc je comprends ce problème de compliance. Le jour où on aura démontré qu'il faut forcément poursuivre pour réduire la mortalité, ton discours change. Le patient peut intégrer ça. Dans l'éducation thérapeutique, on balbutie. Pour le moment, je pense qu'il faut que tu dises très fort que quand on utilise un AOD au cours d'un cancer actif et une MTEV, c'est du full dose, c'est pas du low dose. Le low dose, il n'a pas été testé dans les 6 premiers mois. Oui, dans les 6 premiers mois. C'est full dose. Oui, mais dans la vraie vie, c'est pas ça. C'est low dose. Dans le cancer, on ne sait pas. On sait qu'on ne prescrit pas assez fort dans la maladie veineuse thromboembolique et dans la FA. Ceux qui utilisent les AOD depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains, pas ici, c'est au Canada, c'est le problème actuel. C'est Jean-Philippe Galano qui est là-bas. Depuis 3 ans, il prescrit des AOD en phase aiguë de tous les cancers. Il n'utilise pas les HBPM, mais c'est un problème financier, ce n'est pas un problème médical. Et il me dit, ce qu'on voit rapidement, c'est qu'après, ça se transforme, pas au-delà de avant les 6 premiers mois, en low dose. On ne sait pas ce qu'on fait. Non, mais tu as raison. De toute façon, on a un schéma posologie validé, ne pas le respecter, c'est une bêtise. Encore des questions? Oui, encore une. Juste une réflexion, un problème métaphysique en fait, un gros problème métaphysique. Vous faites des expériences en intention de traiter, d'accord? Ensuite vous revenez, parce que vous avez vu qu'il y avait beaucoup de gens qui ont abandonné en fait, qui n'ont pas pris les médicaments, et donc vous regardez ceux qui ont vraiment pris les médicaments, d'accord? Mais en fait, dans la vraie vie, c'est en intention de traiter, puisque les gens ne vont pas les prendre, ces médicaments. Je suis complètement convaincu de ça. J'essayais de vous expliquer pourquoi les recommandations ont acheté la prévention. Parce qu'ils sont allés sur ce sous-groupe. Et ils achètent la prévention sur du sous-groupe. Parce qu'autrement, le résultat global, c'est 2 fois plus efficace, 2 fois plus d'hémorragie. Vous dites ça à un oncologue, alors qu'il n'y a pas d'impact sur la mortalité, il refuse ce traitement. Et on n'arrivera pas à lui faire acheter la prévention. Encore des questions? Sujet important. Alors, moi, on va clôturer la session. Je retiens, moi, après avoir écouté nos brillants orateurs, premièrement, il faut, en cas de premier épisode de thrombose veineuse, chez un patient indemne, il faut être attentif, faire un examen clinique approfondi à la recherche d'un cancer, ne pas se précipiter sur des examens complémentaires, revoir le patient régulièrement, le surveiller. Si vous faites des examens complémentaires, il faut faire les bons examens. Le docteur Kovacic nous a précisé qu'une radio pulmonaire, ça ne servait à rien. Il faut faire des examens précis. Voilà. En cas de cancer provoquant une thrombose veineuse, eh bien, j'ai compris que le pronostic du cancer était aggravé. J'ai compris également que le pronostic de la maladie thromboembolique était également aggravé. Donc, une situation particulièrement préoccupante. En troisième exposé, eh bien, on voit se dessiner progressivement la place des AOD dans la prise en charge curative des thromboses, tant mieux. Et enfin, le reste, la question de la prévention. Il faudra certainement trouver des éléments, des scores précis mais ça commence à se dessiner pour trouver les patients vraiment à risque et leur proposer à ce moment-là de la prévention. Voilà ce que j'ai retenu. Je vous souhaite une bonne soirée.